Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Olivier Clerc et ensemble, nous allons vous parler du pouvoir du pardon. Alors j'ai rencontré Olivier Clerc par le biais de notre éditeur commun Erol avec son livre « J'arrête de me juger ». Il est l'auteur d'une vingtaine de livres avec des traductions dans une quinzaine de langues, dont La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite chez Lattès, Le don du pardon chez Trédaniel, Lettre à ma prochaine incarnation chez Flammarion et le best-seller pour enfants Tu es comme tu es chez Père Castor. Olivier est aussi à l'origine des Cercles du Pardon, inspiré de sa rencontre avec Don Miguel Ruiz au Mexique en 1999, dont il a traduit presque tous les livres en français. Il existe aujourd'hui plus de 250 Cercles du Pardon dans une quinzaine de pays. Et si vous voulez en savoir plus sur Olivier, vous pouvez aller sur olivierclerc.com ou alors dondupardon.fr. Donc dans cette conversation aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes suivants. Qu'est-ce que le pardon et quelles sont les principales incompréhensions à son sujet? Quelle est la différence entre pardonner et demander pardon? Pourquoi avons-nous autant de jugements intérieurs envers nous-mêmes? Et qu'est-ce que la magie du don du pardon? Alors, cher Olivier, bienvenue. Donc, Merci Christine, ravi de se retrouver à cette occasion. Ouais. Donc, tu es l'auteur du livre Le don du pardon et je suis curieuse de savoir d'où vient ta passion pour ce sujet. Alors, elle m'est tombée dessus littéralement, puisque quand je pars en 99 rencontrer Miguel au Mexique, le pardon ne fait pas partie du programme. Mon idée, c'est, comme j'aime beaucoup le faire, rencontrer un auteur que j'ai traduit et publié. Et il va me faire vivre une expérience de pardon durant ce séjour de 15 jours qu'on a fait. Et cette expérience va m'ouvrir à une dimension tout à fait inédite pour moi de ce que signifie le pardon. Alors développons, ça m'intéresse parce que moi j'ai l'impression de savoir ce que c'est le pardon. Mais je me dis du coup, tu as pointé ma curiosité, je me dis peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas sur le pardon ou des finesses dans la notion de pardon. Donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça signifie déjà le pardon et quelles sont les choses que tu ne savais pas au sujet du pardon que tu as compris maintenant? Alors d'abord, je pense que le pardon fait partie de ces mots où si on prend 10 personnes dans la rue et qu'on leur demande aux 10 quelle est la définition, on se rendra compte qu'il y a énormément de différences selon qu'ils ont eu une éducation religieuse ou pas, ou qu'ils ont eu des parents psy ou que sais-je. Donc je n'avais pas mesuré à quel point il y avait vraiment d'amalgame et d'erreurs de compréhension face à cette notion. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs dans un autre livre que j'ai aussi sorti chez Erol, d'ailleurs après J'arrête de juger, à redéfinir le pardon. Et la définition la plus simple que j'en donne aujourd'hui, je dis le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Alors j'aime bien cette définition parce que la réalité, c'est qu'on a tous eu le cœur blessé et que autant on sait soigner ces petits bobos quand on se casse la figure en vélo, tous les maux du corps, on sait les soigner, on sait qui aller voir si ça dépasse nos compétences. Autant quand c'est le cœur qui est blessé, c'est désolant de voir que la plupart d'entre nous, on peut passer des mois, des années, voire pire des décennies avec des vieilles blessures qui ne cicatrisent pas et qui font que ça fait de nouveau mal, ça nous attriste de nouveau, ça nous remet en colère. Il y a quelque chose qui n'a jamais trouvé sa guérison. Donc ça, c'est la première grande découverte que je fais, c'est que le pardon, tel qu'il m'a été transmis lors de cette expérience avec Miguel Ruiz, c'est la voie royale vers cette guérison du cœur, vers le fait d'avoir le cœur en paix, de pouvoir à nouveau aimer, à nouveau connaître la joie, même si on a vécu des choses qui sont très douloureuses et très traumatisantes. Et donc, quelles sont les plus grosses incompréhensions vis-à-vis du pardon? Alors, il y en a tellement dans le livre dont je parlais, là, qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» J'en ai listé 15, ça fait un paquet. Mais ça montre à quel point on a une compréhension du pardon qui est complètement faussée. Pour en donner quelques-uns, le premier, le grand classique, c'est les gens s'imaginent que pardonner, c'est cautionner. Donc comme je cautionne pas ce qui m'a été fait, je pardonne pas. Mais qui a dit que ces deux verbes allaient ensemble? Ce sont deux choses complètement différentes. Pardonner, c'est jamais cautionner. Donc là, il y a vraiment tout un point à clarifier. Deuxième point derrière, pardonner,
c'est pas obligatoirement se réconcilier. On peut faire l'essentiel du travail du pardon tout seul. Ça, c'est quelque chose, on y viendra, qui surprend beaucoup les gens. Que la personne en face ait compris, pas compris, qu'elle s'excuse pas, on peut faire cette guérison du cœur soi-même. Par contre, pour se réconcilier, faut être deux. Et moi, je peux faire un bout du chemin, mais si la personne en face, elle n'a pas envie de cette réconciliation, ou pire, si elle n'a rien changé et que demain, elle est capable de me faire encore plus de mal et de tort qu'elle m'en a fait, la réconciliation ne sera pas possible, mais j'aurais quand même pu guérir mon cœur. J'aurais le cœur en paix, et puis cette personne, peut-être que je ne la reverrai pas avant un bout de temps parce que les conditions ne sont pas là, mais au moins j'ai le cœur en paix. Donc de précision en précision, alors il y en a une autre qui est un grand classique, il y a des gens qui disent moi je voudrais bien pardonner, mais on ne m'a pas demandé pardon. Ce qui est une manière de dire, en fait, c'est pas moi qui ai le pouvoir de pardonner, c'est l'autre personne. C'est seulement quand elle viendra me demander pardon, qu'elle viendra s'excuser, qu'elle viendra chercher réparation, que là, enfin, je vais pouvoir guérir mon cœur. Mais si c'était vrai, ça serait terrible. Ça voudrait dire qu'on serait complètement à la merci des autres. En réalité, c'est parfaitement faux. Je peux guérir mon cœur même si on ne m'a pas demandé pardon. Alors après, on est d'accord. Si quelqu'un vient me voir et qu'il est capable de reconnaître ses erreurs, ses torts, et dire « je suis vraiment désolé, je me rends compte que je t'ai blessé, que je t'ai fait du mal, comment je peux réparer ça ?» On rêve tous de ça, c'est bonus, c'est cadeau. Mais on sait aussi qu'il y a des tas de cas où ça n'arrivera pas, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui ne sont plus là, ils sont morts entre-temps. Et puis il y en a d'autres qui simplement n'ont jamais eu conscience du tort ou du mal qu'ils nous ont fait. Donc ça, c'est encore un troisième point. On peut guérir, on peut pardonner, on peut arriver à cette paix intérieure, même si l'autre ne fait pas le premier pas dans notre direction. Donc mine de rien, de clarification en clarification, tout d'un coup, on arrive à une définition du pardon qui, en tout cas pour moi, qui ai grandi dans l'Église catholique, qui est bien loin de la conception que j'avais comme enfant de ce que c'est que le pardon. Et encore, je ne suis pas arrivé au plat de résistance. C'est-à-dire ? C'est que le plat de résistance, c'est que le paradoxe finalement, c'est que quand je rencontre Miguel il y a 21 ans au Mexique, Miguel ne m'a pas du tout appris à pardonner. Miguel m'a mis, à travers cette expérience qu'il m'a fait vivre, ce rituel qu'il m'a fait vivre, il m'a mis 4 fois en demeure de demander pardon. Alors ça, c'est complètement scotchant parce que moi, ce que j'ai entendu depuis tout petit, c'est pardonne. Pardonne aux autres, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne même à tes ennemis, dit la Bible. Pardonne-toi à toi-même, pardonne à tes parents, parce que forcément les parents ont tous les torts, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui ne me dit pas pardonne, mais qui me dit demande pardon. Donc on est dans une inversion à 180 degrés de tout ce qu'on imagine habituellement devoir faire pour trouver le pardon. Alors ça surprend parce qu'on se dit ça n'a pas de sens. J'entends, si c'est moi qui ai été blessé, si c'est moi qui ai souffert, pourquoi c'est en plus moi qui devrais demander pardon? Mais en fait, il y a une magie incroyable là derrière. Alors je peux en parler ici, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vécu pour le ressentir de tout son être, et c'est pour ça que les cercles de pardon se développent si vite. C'est que lorsque je demande pardon, je crée en moi les conditions pour être traversé par le pardon. C'est pas que je pardonne, c'est que je deviens un réceptacle qui fait que le pardon peut me traverser. Et non seulement moi, je vais être guéri de mes blessures, mais ça va inonder, ça va faire du bien autour de moi. Il y a quelque chose de complètement surprenant. Mes amis Peggy et Jeff disaient, c'est contre-intuitif ton truc. Oui, c'est complètement contre-intuitif, mais n'empêche qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que mon ego, la partie en moi qui croit, qui est sûre que moi j'ai raison, toi t'as tort. Moi je suis une victime, toi t'es un salaud, un bourreau ou je ne sais quoi. Il y a un moment où quelque chose lâche à l'intérieur, où cette arrogance, cette prétention, ce qui fait que finalement on crée sa propre prison intérieure. Et dans ce lâcher-prise, tout d'un coup ce pardon auquel on n'arrivait pas à toucher, tout d'un coup il est là, tout d'un coup il nous traverse et puis il nous amène quelque chose d'absolument incroyable intérieurement. Donc effectivement, c'est complètement contre-intuitif et j'ai du mal et je vois tout à fait cette idée de ça doit être vécu pour être compris. Et j'aime ça, cette idée de dire cette dimension du pardon. Et le pardon en général, je crois que la puissance du pardon doit en effet être vécue pour être compris. Ça peut pas être un concept intellectuel.
Donc, j'essaie juste de me mettre en situation. Je pense à quelqu'un avec qui je suis fâchée. J'estime que cette personne m'a fait du tort. D'accord? Elle m'a violentée, elle m'a fait du tort, je ne sais pas, voilà, elle m'a volé de l'argent, voilà. Je vais vers cette personne, ou en tout cas mentalement, mon cœur va, mon intention va vers cette personne, ou je vais vers cette personne physiquement, je ne sais pas, et donc je lui demande pardon. C'est ça l'idée? Je vais quand même préciser que ça ne se fait pas en présence des personnes réelles. Dans un cercle de pardon, la plupart du temps, les gens qui viennent, ils connaissent pratiquement personne d'autre. Peut-être qu'ils sont venus avec un copain, une copine, voilà. Mais la plupart du temps, on ne connaît pas les autres personnes. Mais ces demandes en pardon et les 4 étapes du processus que j'ai décrit dans mes livres et qui est refait dans le cercle, amènent les gens à poser ces demandes en pardon, à voir parfois à travers tel participant, tout d'un coup on se dit tiens, c'est pas cet homme ou cette femme que je connaissais pas il y a 2 heures, mais j'ai l'impression de voir devant moi mon père ou un ancien collègue ou quelqu'un avec qui j'ai des démêlés. Et dans cette façon de regarder cette personne dans les yeux et de dire « je te demande pardon », il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. Il y a quelque chose qui lâche. Et ce qui est intéressant, c'est que le pardon, il est lié au jugement. C'est pour ça qu'entre mes 2 livres sur le pardon, j'ai écrit celui que tu connais, J'arrête de juger. Parce qu'on est des Lucky Luke du jugement. On croit qu'on est autorisé à juger tout le monde. Trump, que j'ai jamais rencontré, Poutine, un tel, des sociétés, des entreprises. On n'arrête pas, on lit le journal, on juge. On regarde la télé, on juge. On entend des infos, on juge. On passe son temps à juger. Et plus on est dans le jugement, et plus on se fait du tort, et plus on se raconte des histoires qui, la plupart du temps, ne sont même pas vraies. Dans le pardon, il y a tout d'un coup un moment, quelque chose à l'intérieur de nous qui se dit « mais qui je suis pour juger l'autre ?» Comme disait Goldman, si j'étais né en 17 à Heidenstadt, qu'est-ce que je sais de la vie de ces gens? Est-ce que j'ai, comme disent les Amérindiens, marché tant de kilomètres dans leurs mocassins pour savoir ce que c'est que d'être eux, d'avoir eu leur éducation, leur vie? Qui je suis pour les juger? En fait, ce travail sur le pardon de cette façon-là, il amène le développement d'une empathie profonde et il amène une baisse considérable de ce pli qu'a toute notre société. Toute notre société est construite comme ça. On se croit tous habilités à juger tout et tout le monde. Oui. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que comme journaliste, plus tu juges les gens, plus on pense que tu es un bon journaliste. Plus au contraire, tu dis tiens, ça c'est chouette, ça c'est beau, c'est merveilleux, plus on pense que tu es nunuche et que tu manques de discernement. Exactement. Le jugement est une preuve de discernement. Enfin, ça, c'est pas vrai, hein, mais on prend le jugement comme une preuve de discernement. Et du coup, on passe notre temps à juger. Et ça, je me permets de rebondir là-dessus parce que quand j'ai décidé, moi, d'arrêter de râler, c'est une des premières réalisations. J'ai réalisé que je passais mon temps à pointer du doigt les coupables. Et que c'est comme si ça me donnait de la consistance. Vraiment, ça me donnait une impression d'exister, en fait. Quand je pointais du doigt le coupable, comme il y avait un coupable, j'existais. Et ma souffrance existait du coup. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, ça donnait vie à quelque chose. Et donc, il y a une part de moi qui pensait que quand je pointais du doigt le coupable, donc je mettais mon doigt vers l'avant, je pensais que j'étais dans une force de pouvoir, une forme de pouvoir. C'était, voilà, si j'accuse, donc j'ai le pouvoir d'accuser. Alors, je pouvais accuser mon patron, mes enfants, le président, le chauffard sur la route. Hein. Quelque part, j'avais l'impression d'être dans une forme de pouvoir. Et en fait, j'ai compris que c'était tout l'opposé. Parce qu'en fait, dès que j'accuse l'autre, je deviens sa victime. Et donc, si j'arrête d'accuser, je suis victime de personne. Donc, quand j'arrête d'accuser, je suis libre. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose du même ordre dans ce que tu es en train de décrire. En demandant pardon, on accède dans l'accusation, c'est l'ego en moi qui jubile parce que moi j'ai raison, toi. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand tu dis « je te demande pardon », qui que ce soit que tu es en face de toi à ce moment-là, ces 4 mots-là, l'ego n'est pas capable de les dire. Donc quand tu les dis, il y a quelque chose à l'intérieur qui lâche. Et quand je dis qu'il lâche, voilà, très concrètement, moi j'ai vu des gens à la première demande qu'ils font dans le cercle, quand on arrive à ce moment-là, c'est les vannes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été contenu, ces pleurs, cette colère, ça se déverse, ça se libère. C'est pour ça qu'une autre image que je donne du pardon, je dis c'est la douche du cœur. On trouve tous normal aujourd'hui de prendre une douche tous les jours pratiquement. L'hygiène physique s'est développée alors qu'il y a 100 ans, on était loin de ça, on utilisait plus de parfum que de savon.
Mais je dis aux gens, et la douche du cœur alors? Vous n'avez pas l'impression que vous avez des émotions qui fermentent depuis 10 ans, 20 ans? Mais les gens ont peur, les gens ont très peur d'ouvrir ces vannes. Quelque part, garder son cœur fermé, mettre son armure et bien garder son cœur, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais on peut avoir peur d'ouvrir cette vanne parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver et on peut avoir peur de se laisser embarquer par ça. Oui, mais après, la question, c'est de savoir, est-ce que je veux que ma vie soit dictée par la peur, par la colère? Est-ce que je veux passer ma vie à réagir? Quand dans les accords Toltec, deuxième accord Toltec, prenez pas les choses personnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtez de vivre une vie qui n'est faite que de réactions. Un de mes amis, il y a 30 ans, disait, le sage agit, l'homme ordinaire réagit. Voilà. On est la plupart du temps dans la réaction émotionnelle. Tu sais, quand on parle de lavage de cerveau, par exemple, c'est un mot très mal défini. C'est pas le cerveau qu'on lave quand on veut manipuler quelqu'un. On s'occupe de son cœur. Si je veux manipuler quelqu'un, je travaille soit sur la peur, soit sur la colère. C'est les deux plus grands outils de manipulation politique et sociale. Et quand tout d'un coup, tu donnes une clé aux gens qui permet de libérer leur cœur de la peur, du ressentiment, de la rancune, de l'envie de vengeance, etc., eh bien, comme tu le disais mot pour mot tout à l'heure, tout d'un coup, on est libre. Et quand on parle de liberté de penser, moi je dis aux gens, mais vous savez, il n'y a aucune liberté de penser si je ne suis pas libre dans mon cœur. Est-ce que vous croyez sincèrement que quand j'ai le cœur truffé de ressentiment, de rancune, de jalousie, je suis capable de faire de la pensée positive? Mais pas du tout. Donc le cœur, il est entre la tête et les mains, et il influence tout ce que je pense et tout ce que je fais. Exactement. J'ai vraiment l'impression que ces pratiques de connexion à notre cœur et de nettoyage du cœur, moi j'appelle ça aussi faire chanter son cœur, toutes ces pratiques où on rentre en lien avec notre cœur, en effet, nous aident à libérer notre esprit et à connecter à notre intelligence supérieure, en fait, à notre intelligence globale supérieure qui n'est pas justement seulement l'intelligence de notre cerveau qui, lui, est bombardé de discours qui vont dans tous les sens, qui nous divisent, qui nous séparent, et donc en fait qui est un peu court-circuité. Oui. Et donc je sens que dans cette pratique que tu nous proposes, avec le cercle du pardon et le pardon, on peut faire ce nettoyage, faire cette douche du cœur et revenir à l'essentiel en fait, et remettre l'amour au cœur de nos choix. Exactement. Exactement, et c'est vrai que ça donne une énorme liberté parce que je vois bien dans les moments où l'actualité nous bombarde d'informations qui font peur ou d'informations qui nous mettent en colère, etc. Tout d'un coup, on est pris. Et quand on est pris par l'émotion, on n'est plus capable de penser posément. On a des partis pris, on a des préjugés et on essaie de trouver des gens qui partagent notre colère ou notre indignation ou notre peur, etc. Il n'y a aucune vraie lucidité, vraie pensée dans ces moments-là. Et à l'inverse, tout ce qu'on va faire pour pacifier son cœur, et j'ai appelé ça cercle de pardon parce qu'il fallait y donner un nom, mais j'aurais pu appeler ça cercle de guérison du cœur, cercle d'humanité, cercle d'humilité. Mais quand on a le cœur pacifié, ensuite on est capable d'écouter les gens, d'écouter les infos, d'écouter ce qui se dit autour de nous sans que ça vienne nous faire réagir. On est capable de prendre de la hauteur. On est capable d'entendre d'où les gens nous parlent, avec quelle histoire, avec quels préjugés éventuels. Ça donne une liberté dans les interactions qui, pour moi, aujourd'hui, me semble essentielle si on veut pouvoir naviguer dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Et j'ai envie d'orienter un peu la conversation maintenant vis-à-vis du pardon qu'on peut faire à soi-même et de tous ces jugements. En fait, une grande partie de nos accusations et de nos jugements, ce sont des flèches qu'on s'envoie à nous-mêmes. Toutes ces croyances de je suis trop nulle, je suis pas capable, j'ai pas été à la hauteur. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est adressé aussi dans le cercle du pardon ou dans ta démarche? Comment tu vois ça, le pardon de soi? Je dirais même que c'est pratiquement l'aspect le plus important. Dans les 4 étapes que m'a fait vivre Don Miguel, le pardon à soi, il vient en dernier. Il vient en dernier, pourquoi? Parce que c'est le plus difficile et que c'est les 3 étapes précédentes qui créent les conditions pour enfin arriver à ce pardon à soi. Moi, depuis 20 ans que je suis dans cette aventure, je suis effaré, il n'y a pas d'autre mot, du niveau de jugement de soi, de mépris de soi, de haine de soi, dans lequel vivent la plupart des gens. Et dans mes ateliers, je dis, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû apprendre à se juger. Prenez un bébé, quand il est tout petit, il rigole, il saute, il bouge, il a comme envie de s'amuser. Il va devoir apprendre à se juger. Ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que la plupart de nos jugements ne sont pas nos jugements. Ce sont les jugements des parents, de la société, des professeurs, de l'entourage qu'on a
intériorisé. Et de la même manière qu'on a appris à se juger, on peut apprendre à un moment de dire, écoutez, je vais rendre à César ce qui est à César, donc ce jugement-là, je te le rends à toi, celui-là, je te le rends à toi. Et moi, je redéveloppe progressivement une relation de respect de soi, d'estime de soi et d'amour de soi. Et puis surtout, je regarde droit dans les yeux ce juge intérieur, là, puis je lui dis, mais pour qui tu te prends, toi? Mais de quel droit tu me juges? De quel droit tu te permets de dire que j'ai mal... La loi, un juge au tribunal, il a un code pénal, il a quelque chose sur lequel baser ses jugements. Mais toi, tu me juges d'après quoi? Et là, on se rend compte que ce juge est un imposteur. Et que c'est un imposteur qui se place au-dessus des lois naturelles, puisque je ne suis pas malade. Donc la vie ne me condamne pas, elle ne m'a pas mis une pathologie épouvantable. Et puis je ne suis pas en prison non plus. Donc les lois humaines n'ont pas estimé que les erreurs, les maladresses et les fautes que j'avais faites méritaient que je passe 20 ans derrière les barreaux. Et puis je n'ai pas non plus reçu une foudre céleste qui m'a réduit en tas de cendres. Donc même le divin, le sacré, le spirituel, lui non plus ne m'a pas jugé. Alors c'est quoi cette voix en moi qui se met au-dessus de la nature, au-dessus des lois humaines et au-dessus du sacré et du divin? Mais c'est l'incarnation de la prétention absolue. Donc à un moment, pouvoir regarder ce juge. Moi, j'aime bien mettre une image, et je dis depuis des années, je dis toujours la même chose, peut-être que les jeunes générations comprendront moins, mais je dis, moi, mon juge intérieur, je lui ai donné une apparence très concrète. C'est les deux vieux dans la loge du Muppet Show qui passent leur temps à critiquer et à casser tout ce qui se fait sur scène. Alors, il y a certainement d'autres dessins animés, d'autres films ou d'autres images qu'on peut choisir, mais j'aime bien cette idée-là parce que ces deux vieux, est-ce que je vais arriver à les faire se taire? Non, ça fait tellement d'années qu'ils radotent. Mais je ne suis pas obligé de croire ce qu'ils racontent. Je peux leur dire cause toujours, Pépé. Et puis, je peux écouter une autre voix, comme Marianne Williamson, comme Miguel Ruiz, comme d'autres, des gens qui nous restituent cette beauté intérieure, cette dimension de lumière, etc. Et puis, arriver petit à petit à ce pardon à soi, à cette réconciliation avec soi et à développer une relation avec soi qui est juste merveilleuse. Je parle souvent de l'idée d'accepter son imperfection, mais de voir la beauté de nos imperfections plutôt que de mettre toujours en lumière nos petits défauts. Mais c'est même pas des... Enfin, d'ailleurs, pourquoi appeler ça un défaut? Mais je trouve que le chemin de l'amour de soi, c'est aussi le chemin de s'accepter tel qu'on est et de se libérer de ce désir de perfection, en fait. Oui, qui est une illusion. C'est fun que tu dises ça parce que c'est un des éléments clés de ce qu'enseigne Miguel Ruiz dans les accords Toltec, quand il parle du perfectionnisme comme vraiment d'une pathologie. Le jour où on peut se réconcilier avec notre humanité dans tout ce qu'elle comporte. Tu vois, c'est comme si on était un arbre. Ben oui, on a des racines qui plongent sous terre, dans le noir, là où il y a les vers de terre et tout ce que tu veux. Puis on a des branches et des fruits et des fleurs, etc. Mais être humain, c'est tout ça. Et pouvoir se dire, c'est une position extraordinaire entre le ciel et la terre, comme les arbres. On est là pour relier les deux. Et puis, tout ce dont on est fait a sa raison d'être, a son utilité. Et moins on est en bagarre et en division et en guerre intérieure, et plus finalement on sait tirer parti de tout ce qu'on est, des racines les plus profondes jusqu'aux branches les plus élevées. Donc c'est un chemin d'acceptance. Exactement. Voilà, pouvoir à un moment s'accepter comme on est. Et ce qui est génial, c'est que plus je m'accepte comme je suis, mais plus avec mon conjoint, avec mes enfants, avec les autres, je prends de plus en plus les gens comme ils sont. Et même quand des gens ont des comportements qui sortent de la légalité, qui sortent du cadre, qu'on fait des choses qui sont des fois laides et moches, quand on prend le temps de les rencontrer, quand on prend le temps de voir d'où ils viennent, quelle est leur histoire, ce qu'ils ont vécu, d'où ils viennent, etc., il y a un moment où on se dit, mais en fait, l'autre, c'est moi. Ce qu'il a fait, je l'aurais probablement fait la même chose si j'avais vécu la même chose que lui. Qui je suis pour me dire, l'autre est complètement différent de moi, il est alien, Non, on a une humanité foncière qu'on partage, et plus ce sentiment-là croît en nous, et plus on fait sien l'ensemble de l'expérience humaine. C'est difficile, hein, quand je fais des séminaires, il y a toujours cette question qui revient. Les gens disent oui, mais ici dans la salle, dans ce séminaire, il y a que des gens bien, il y a que des gens bons, mais dehors, faut se protéger. Dehors, il y a des gens méchants, il y a des gens malsains, il y a des gens, et vraiment c'est très difficile pour certaines personnes de vraiment croire en la bonté de l'homme.
et faire la séparation entre la bonté de l'homme et une action qui a été jugée par la loi. Et puis cette personne qui est bonne a été amenée à faire quelque chose de très mauvais, qui peut être par exemple d'avoir tué quelqu'un. Donc je ne dis pas que c'était... Je veux dire, cette séparation de comprendre que c'est cette personne qui est bonne de manière fondamentale a vécu certaines choses qui font qu'à un moment donné, elle n'a pas su mieux faire que de faire cette chose absolument affreuse. Et de comprendre cette distinction, c'est vraiment pas facile quand on est face à la souffrance qui a été générée par cette action. C'est vrai, et tu vois, je t'écoute et je repense à cette phrase de Solzhenitsyn, qui quand même en connaît un bout sur la nature humaine et ses pires travers. Je crois que c'est dans l'archipel du Goulag qui dit qu'il a fini par se rendre compte que la ligne qui sépare le bien du mal traverse le visage de chaque être humain. Voilà, c'est pas qu'il y a moi qui est bien puis il y a d'autres qui sont mal, c'est qu'il y a des circonstances, comme tu dis, qui font que quelqu'un qui est comme toi et moi, tout d'un coup se retrouve dans une situation à commettre l'irréparable, à commettre des choses qui sont extrêmement douloureuses. Mais quand on comprend que c'est des circonstances, que c'est des conditions qui ont favorisé l'émergence d'un acte ou d'un comportement, et qu'on arrive à dissocier justement l'acte de la personne, à pouvoir condamner l'acte, mais à pouvoir regarder que derrière cet acte, il y a quelqu'un qui aurait pu être moi, qui aurait pu être un de mes proches, qui aurait pu être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vécu des choses très fortes. On a fait venir 2 fois Colin Tipping ici en France, qui est le fondateur du pardon radical. Et Colin Tipping anime une cérémonie très impressionnante qui est inspirée de pratiques amérindiennes, où on était 200 dans une salle, et puis il donne des injonctions qui vont croissant en intensité. Par exemple, il dit, première injonction, que toutes les personnes dans cette salle qui un jour ont été victimes d'un vol ou qui ont commis un vol s'avancent vers le centre. Puis tu as tout d'un coup 20-30 personnes qui s'avancent vers le centre. Tu ne sais pas si elles ont été volées ou si ce sont des voleurs ou des voleuses. Puis il y a un petit rituel à faire avec la première personne que tu croises. Puis ensuite, tu continues de traverser le cercle, tu vas de l'autre côté. Puis ensuite, il va dire que toutes les personnes qui ont été victimes d'attouchements sexuels ou qui ont pratiqué des attouchements sexuels s'avancent vers le cercle. Et puis ensuite, toutes les personnes qui ont été victimes secondaires d'un meurtre. Et ça va dans des choses de plus en plus lourdes, graves, moches, terribles. Et sur les 200 personnes qu'il y a dans la salle, tu te rends compte que tu as à chaque demande à peu près 25 à 30% de la salle qui va vers le centre. Et quand ça fait 3 jours que tu es déjà ensemble et que tu suis des ateliers, des conférences, que tu as pris des repas avec des gens, puis que c'est sympa, c'est chouette, tout d'un coup tu te dis, mais purée, mais jamais j'aurais imaginé que tous ces gens avec qui je partage ces 3 journées sont passés par là. Ont subi des viols, ont subi de la violence, ont été victimes d'agressions, couteaux. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'on vit dans une société où tout ça existe massivement, c'est pas anecdotique, et qu'il y a plein de gens qui arrivent à vivre avec ça et à devenir de bons parents et de bons collègues et à transformer le mal, la souffrance qu'ils ont subie. Et puis, tu en as un petit pourcentage qui ne vont pas y arriver parce que ce qu'ils ont vécu est peut-être plus fort ou parce qu'ils ont une nature plus sensible et puis qui à un moment vont à leur tour commettre certains méfaits. Mmh. Mais comme façon d'intégrer physiquement, d'ailleurs il y a une vidéo, je ne sais pas si tu as vu ça, elle circulait il y a 2 mois pendant le confinement sur Internet, une femme aux États-Unis qui va dans des prisons et elle fait faire un truc comme ça incroyable à la centaine de détenus qu'il y a dans la grande cour de la prison. C'est-à-dire que tous ceux qui ont subi ça fassent un pas en avant. Et puis petit à petit, tu te rends compte que tous ces gens qui sont là sont des gens qui ont subi des choses épouvantables. Oui. Ça fait penser, j'ai rencontré Marshall Rosenberg, donc le fondateur de la communication non violente il y a quelques années, avant qu'il décède. Et il expliquait, donc lui, il intervient beaucoup en prison, et donc notamment avec des gens qui ont peut-être violé des enfants ou fait des crimes vraiment très très graves. Et il explique justement cette importance de distinguer le crime de la personne. Il dit le problème, c'est que comme on ne fait pas de distinction, on punit le tout. On punit l'action et on punit la personne en même temps. Et donc, la personne va en prison et on se rend compte que quand elle ressort, elle recommence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est de punir l'action et d'aider la personne. On peut la mettre en prison, mais on a besoin de l'aider pour comprendre
qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Et sans la juger, en fait, sans lui dire « t'es mal », mais en disant « t'es quelqu'un de bien qui a fait quelque chose de très mal », cherchons à comprendre et donc reconnecter la personne avec le fait qu'elle est quelqu'un de bien et se dire quel est le besoin que tu as cherché à satisfaire derrière ce crime et comment est-ce qu'on peut t'aider à développer d'autres stratégies qui peuvent te permettre de satisfaire ce besoin pour ne pas avoir besoin de reproduire le crime. Et très souvent, ce qu'il avait découvert, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, ces personnes qui violaient des enfants étaient des personnes qui avaient été violées enfants, par exemple. Et donc, elles avaient tellement besoin d'être comprises qu'elles se retrouvaient à violer des enfants en se disant comme ça, lui, il va me comprendre. C'est complètement dingue de réaliser ça. Et donc, tant qu'on n'a pas pris soin tant qu'on n'a pas vu la personne dans sa bonté, en se disant tu es quelqu'un de bien et les circonstances ont fait que tu as fait quelque chose d'extrêmement mal, et tant qu'on ne se dit pas comment on peut t'aider, toi, cette personne, à comprendre ce qui t'a amené à faire ça pour ne pas le refaire, ben là, on progresse. Là, c'est drôle que tu parles de Marshall parce que tu sais que c'est moi qui ai découvert son livre alors qu'il était encore qu'un manuscrit en anglais non publié en 97. C'est moi qui ai acheté les droits en 98 pour le faire publier en français et je me suis formé pendant une semaine avec Marshall en 98 à la CNV et je me rappelle exactement de ce que tu racontes là. Je me rappelle même l'avoir entendu en Suède, être allé dans un pénitencier avec des gens avec des peines extrêmement lourdes. Et puis les initier à ce langage de la CNV et avoir l'un de ces gars condamné à 20 ans de prison qui vient le voir à la pause, puis qui lui dit « Monsieur Rosenberg, si je vous avais connu il y a 20 ans, jamais j'aurais commis ce que j'ai commis. » Et voilà. Et pour l'instant, on est dans une médecine symptomatique au niveau social, c'est-à-dire qu'on soigne le symptôme, on met les gens en prison. Et moi, je fonde beaucoup d'espoir, on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais ça pourrait être une autre séance. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce qu'on appelle la justice restaurative ou justice réparatrice, qui commence à aller plus loin justement que simplement d'enfermer des gens, quitte à ce qu'ils ressortent encore pire qu'avant, 5, 10 ou 20 ans après. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Le thème commun, c'est de pas rester enfermé dans nos jugements, de ne pas rester enfermé dans notre cœur avec tous ces ressentiments, avec toutes ces peines, avec toutes ces peurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais nous dire pour conclure cet épisode, quelque chose qui te semble important à partager pour les auditeurs? Oui, j'ai lancé l'année dernière, le 18 septembre 2019, la Journée internationale du pardon, qui aura de nouveau lieu cette année, le 18 septembre. Et l'idée, c'est de faire collaborer toutes les méthodes qui permettent d'aller vers le pardon, qu'elles soient laïques ou qu'elles soient religieuses, de faire quelque chose de transnational, de transreligieux, de transméthode, parce que pour moi, la guérison du cœur est un enjeu tellement important qu'il faut que chacun se sente libre d'essayer telle méthode ou telle autre. Ça peut être Ho'oponopono, ça peut être un cercle de pardon, ça peut être l'holo énergétique du docteur Lascaux, etc. Et de manière à ce que ce chantier-là, la guérison du cœur de l'humanité, devienne vraiment quelque chose de central de nos vies, tellement c'est un levier extraordinaire pour changer et accéder à cet épanouissement individuel et collectif auquel on aspire. Très, très, très beau. J'aime beaucoup par quoi on termine ça, ce levier du cœur pour accéder à cet épanouissement individuel et collectif. C'est exactement pour ça que j'ai voulu t'inviter dans ce podcast pour qu'on parle de ça. Comment est-ce qu'on peut continuer à te retrouver, échanger avec toi? Quelles sont tes coordonnées? Où est-ce qu'on envoie les auditeurs de ce podcast? Alors, c'est très facile. Tu l'as cité au début. J'ai un site qui s'appelle olivierclair.com. Il y a un site qui s'appelle cercledepardon.fr. Cercle au pluriel qui recense tous les cercles qu'il y a dans le monde, dans une quinzaine de pays à ce jour. Je suis facile à trouver aussi sur Facebook, j'ai un blog. Je suis très, très facilement trouvable sur Internet, en ligne, à travers les différents sites et structures que j'ai créés au fil des ans. Très bien. Écoutez, je vous invite tous à aller connecter avec Olivier Clerc sur son site Internet ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Merci aussi à toi, Christine. C'est une vraie joie de pouvoir partager ce moment puis d'avoir comme ça l'occasion de se revoir, fût-ce par le biais d'un écran. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com.
À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.